Elle n'avait jamais imaginé que le simple désir de retrouver l'amour après un divorce pouvait se transformer en cauchemar absolu. Le 8 avril 2016, Ingrid Lynn, infirmière adorée et mère de 3 petites filles, quittait son domicile de Renton pour un premier rendez-vous, et on ne la reverrait jamais vivante. Ingrid Marie Ronsevi voit le jour le 2 août 1975 à Renton, dans l'État de Washington. Fille unique de Georgia Boss, une mère entièrement dévouée qui restera sa seule famille proche connue, elle grandit dans l'amour et la simplicité. Après avoir terminé ses études secondaires au lycée Canyon del Oro de Tucson, en Arizona, avec le diplôme de 1993 en poche, elle choisit la voie du soin. 4 ans plus tard, elle décroche son diplôme d'infirmière, Bachelor of Science in Nursing, dans une université locale. 3 années après, de retour dans l'État de Washington, elle rencontre Philip Lynn. L'histoire d'amour aboutit rapidement à un mariage. Ingrid devient alors Ingrid Lynn pour le reste de sa vie. La maternité lui offre alors ses plus grands bonheurs. Ri, Brooke et Noël naissent à 2 ans d'intervalle chacune et deviennent instantanément le centre de son univers. Vers 2014, le couple traverse une crise. Le divorce est prononcé à l'amiable, avec garde partagée des enfants. Malgré la séparation, Ingrid conserve sa joie de vivre et son énergie communicative. À cette époque, elle exerce comme infirmière au Swedish Medical Center où son professionnalisme et sa gentillesse lui valent l'admiration des médecins, des patients et de toute l'équipe. Son métier est clairement la deuxième passion de sa vie, juste après ses filles. Avec Philippe, la relation évolue en une amitié solide et respectueuse qui leur permet d'élever leurs enfants dans la sérénité. Ingrid peut aussi compter sur Georgia, sa mère, pilier indispensable pour elle et ses petites filles. En 2016, 2 ans après le divorce, tout semble enfin stable, un travail qu'elle adore, un revenu confortable, une maison à Renton à seulement 32 minutes de l'hôpital, des amitiés sincères. Elle est heureuse. Pourtant, à l'approche de la quarantaine, un manque se fait sentir, celui d'un compagnon. Ses amis ne peuvent combler ce vide. Elle décide donc de s'inscrire sur des sites de rencontres. Après plusieurs échanges décevants, un profil retient enfin son attention, celui de John Charlton. Né à la fin des années 1970 à Seattle, John que tout le monde appelle John est le fils de Ri et Joanne Charlton, tous 2 militaires. Ses parents lui imposent une discipline de fer et des attentes très élevées, tant pour lui que pour sa sœur Shannon. Très vite, il devient évident que John ne répondra jamais à ses exigences. Une rancœur profonde s'installe envers eux, envers le monde entier. Cette colère explose surtout quand il boit ou se drogue, habitude qu'il prend très tôt. Son casier judiciaire s'ouvre dès 1997, agression simple dans le comté de King, puis conduite dangereuse l'année suivante. Les relations avec ses parents se dégradent inexorablement. En 2006, épuisés, Ri et Joanne demandent une ordonnance de protection contre leur propre fils. À Thurston County, ils expliquent qu'il est verbalement violent, qu'il cherche constamment la confrontation et que sa consommation de substances le rend imprévisible. La demande est rejetée. Le 24 juin 2006, au sud d'Ogden dans l'Utah, une mère et son bébé attendent dans leur monospace pendant que le mari fait des courses. John surgit, les force à sortir et repart avec le véhicule. La police le retrouve rapidement dans un parking de Riverdale. Accusé de vol aggravé avec arme, il plaide finalement coupable d'une tentative moins grave et écope de 1 à 15 ans. Il ne fera que 21 mois. Libéré le 24 juin 2008, il enchaîne presque aussitôt, vol qualifié dans le Montana, nouvelle agression simple dans l'Idaho. Il passe encore 3 ans et demi derrière les barreaux avant d'être relâché en 2012. Après cela, sa vie devient un flou total. Ce qui rend John particulièrement dangereux, c'est son physique avantageux et son charisme à géométrie variable. Quand il le décide, il sait se montrer séduisant, manipuler, jouer les amoureux transis, avant de laisser exploser sa rage. Sans domicile fixe, il dort dans la rue ou chez d'anciennes petites amies qu'il garde sous le coude. Sobre, il passe pour quelqu'un de réservé. Sous l'emprise, il devient méconnaissable. C'est précisément ce cocktail explosif qui croise la route d'Ingrid sur un site de rencontre. Après quelques messages prometteurs, il décide de se voir. Rendez-vous est pris le vendredi 8 avril 2016, match d'ouverture des Mariners, puis éventuellement un verre. La veille, Ingrid prévient ses amis et organise la garde des filles avec Philippe. Le 8 avril, ils assistent au match qui commence peu après 19 h. L'alchimie semble fonctionner, ils prolongent la soirée dans un bar voisin. À 22 h 35,
Ingrid envoie un SMS à une amie, ça se passe super bien. Ce sera son dernier message. Au lieu de la nuit tendre à laquelle elle s'attendait, ramener John chez elle signe son arrêt de mort. L'homme charmant révèle son vrai visage, il la tue, la découpe à l'aide d'une scie d'élagage trouvée dans la maison, nettoie les lieux, emballe les morceaux dans des sacs poubelles blancs trouvés dans la cuisine, prend les clés de la Toyota Highlander 2015 d'Ingrid et file à Seattle pour se débarrasser des restes. Il continue probablement à boire, car il ne rentre pas chez son ex comme prévu le samedi matin. Ce même samedi, vers 10h, Philippe arrive chez Ingrid pour ramener les filles. Il frappe, personne. La voiture n'est plus là. Inquiet, Ingrid est une mère irréprochable, toujours présente ou joignable, il appelle, insiste. Rien. Il contacte Georgia, qui arrive avec le double des clés. À l'intérieur, portefeuille, téléphone, sac à main, mais pas d'Ingrid. Georgia consulte les derniers messages et tombe sur ceux de John. Elle lui écrit. Il répond qu'ils se sont séparés après le match parce qu'Ingrid devait rentrer pour les enfants. Quand elle lui annonce qu'un policier va le contacter, il disparaît des radars. Quelques heures plus tard, à Seattle, un habitant sort ses poubelles de recyclage. Au fond d'un conteneur, 3 sacs blancs, lourds, soigneusement fermés. Intrigué, il en soulève un. L'empreinte d'un visage humain se dessine contre le plastique. Il appelle un voisin. Les 2 hommes, horrifiés, préviennent les secours. Dans les sacs, une jambe, un bras partiel, une tête. Sur les réseaux sociaux, l'alerte disparition d'Ingrid explose. Les photos circulent. Très vite, la police fait le lien. Un mandat de perquisition est délivré pour le domicile. Résultat, boîte de sacs poubelles presque vide, traces de sang dans la bonde de la baignoire, scie d'élagage maculée de sang, de tissu et d'os appuyés contre le mur de la salle de bain. L'ordinateur confirme l'achat des places pour le match. Philippe est d'abord suspecté classique ex-mari mais très vite innocenté. La Highlander est retrouvée le 11 avril dans le centre de Seattle, avec 3 empreintes digitales sous la poignée, et des sacs poubelles identiques dans le coffre. John est interrogé. Son profil de rencontre indique qu'il ne cherche rien de sérieux, ce n'est pas un crime. Il dit habiter, nulle part. Quand on parle d'Ingrid, il devient nerveux. Il raconte qu'ils ont pris le bus jusqu'à chez elle, qu'il a peut-être blackouté, qu'elle l'a ensuite déposé en ville. Puis, seul dans la salle d'interrogatoire, il roule son sweat en oreiller et s'allonge par terre pour faire une sieste, scène surréaliste captée par la caméra. Son ex remarque sa lèvre gonflée le samedi. Il parle d'une tentative de vol. Les enquêteurs, eux, constatent déjà les griffes et éraflures sur son visage, son torse, ses bras. Les empreintes correspondent. Le 11 avril 2016, John passe devant un juge. Caution, 5 millions de dollars. Il reste en détention. Le 2 octobre 2017, il plaide coupable de meurtre avec préméditation au premier degré dans le cadre d'un accord évitant un procès long et douloureux à la famille. Le 5 janvier 2018, il est condamné à 27 ans et 9 mois, le maximum prévu par les directives de l'État de Washington. La juge déclare qu'elle aurait prononcé la perpétuité si la loi le lui avait permis. Philippe, dans sa déclaration à la barre, accuse John d'avoir volé à ses filles leur mère et tous les instants précieux qu'elles ne vivront jamais avec elle. Une amie d'Ingrid traite John de lâche. Lui répète qu'il était trop ivre pour se souvenir. Il n'a jamais donné de mobile. La couverture médiatique de la sentence déclenche une vague d'indignation, il pourrait sortir à 60 ans. Aucune autre arrestation n'a lieu. La mort d'Ingrid Lynn a ouvert un débat national sur les dangers des rencontres en ligne. Philippe, lui, se consacre entièrement à Harry, Brooke et Noël, fidèles à la mémoire de leur mère. Une cagnotte lancée pour les 3 petites filles récoltera 270 000 $. Si cette affaire vous a bouleversé, n'oubliez pas le pouce bleu et l'abonnement. Nous publions une nouvelle affaire criminelle chaque soir. À la prochaine. Restez prudents, restez vigilants.